Bien, bonsoir à tous. Ah, faux départ. Bonsoir à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent. Vous avez déjà été près de 200 à vous manifester pour cette conférence. Vendredi soir oblige, mais vous êtes quand même une trentaine de présents ce soir, donc je pense que le replay sera l'élément le plus important pour les absents. Et donc voilà, on va être ensemble ce soir pour discuter un tout petit peu, même un peu beaucoup, de tout ce qui est psychiatrie, neuropsychologie, comment les deux peuvent et travaillent ensemble aujourd'hui et de plus en plus. Et on va essayer de lancer un petit peu des questions, des interrogations sur alors l'avenir de la pratique en psychiatrie, forcément, et aussi l'avenir de la pratique en neuropsychologie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pas mal de questions qui sont en attente. Donc après, on en profitera pour répondre un peu aux questions de tout le monde. Du coup, docteur Petit, je vais vous laisser vous présenter Ouais. votre parcours. Bonsoir à tous. Ludovic Petit, je suis médecin psychiatre en France. J'ai un DEC d'addictologie. Je fais des psychothérapies TCC. Je suis à la TCC au conseil d'enseignement. Et j'ai une activité depuis 8 ans maintenant qui est que libérale. Avant, j'étais chef de service en psychiatrie, puis après en hôpital public, et puis en général, et puis beaucoup dans l'addictologie. Et là, donc en psychiatrie libérale, je fais surtout des patients qui ont des troubles de l'humeur, des stress post-traumatiques, des troubles bipolaires et puis des phobies. Et donc, je pratique la psychiatrie standard, donc les diagnostics, traitements, le traitement médicamenteux, mais aussi donc, des psychothérapies, donc beaucoup de TCC, thérapie avec la réalité virtuelle pour permettre aux patients de s'exposer quand ils n'y arrivent pas. Et puis après, j'utilise d'autres outils, mais un peu moins EMDR et puis Et puis après, quand j'ai un peu de temps aussi, je fais des expertises en fait pour le nord de la France, pour les assurances. Et c'est déjà pas mal. Effectivement. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Je vais laisser maintenant la parole à Jean pour se présenter aussi et expliquer un peu son parcours. Bonsoir à tous. Donc je suis Jean Petrucci, je suis psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. Je travaille, depuis 4 ans maintenant, dans une unité diagnostique pour adultes, en psychiatrie. À l'hôpital Albert Chenevier, donc à la PHP, à Créteil. Et je travaille en parallèle, aussi en recherche en oncologie adulte. Et je participe aussi, à des ateliers de stimulation cérébrale pour des, patientes, atteintes de troubles cognitifs, liés au cancer. Et à côté de ça, je suis un des 2 secrétaires de l'OFPN, de l'Organisation française des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Et je suis en fin de formation de TCC. Et je me forme également à d'autres courants ou d'autres approches, plus spécifiques comme la thérapie comportementale dialectique. Voilà. Parfait, très bien. On a de beaux programmes. Du coup, nous avons des gens qui sont en avance, qui font des nouvelles choses très souvent. En tout cas, moi, de mon regard extérieur, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup des neuropsychologues. Je ne vais pas dire qu'ils campent sur leur position, mais qui sont un peu comment je fais simplement ce que j'ai, entre guillemets, appris à faire. Mais heureusement, de plus en plus, on voit justement des neuropsychologues et des médecins se former vers de nouvelles pratiques. Je pense à l'image un peu, je ne sais pas si docteur Petit, vous pourrez nous confirmer que la psychiatrie, elle a peut-être encore un peu cette mauvaise image, un peu à l'ancienne. Quand on pense psychiatrie, tout de suite, on pense internement et un peu tout ce qui est folie. Alors peut-être dans le commun, on va dire des non médicaux, mais je ne sais pas, aujourd'hui, comment on voit la psychiatrie? Est-ce qu'on se rend compte que la psychiatrie se modernise? Est-ce que les patients s'en rendent compte? Ça va dépendre si on est en ville ou en campagne ou en semi-urbain. Donc sinon, il y a des gens,
connaissent, dire dans l'entourage, ils ont même des psychologues ou psychiatres qui sont intéressés par des technologies un peu nouvelles ou des thérapies un peu nouvelles, ça va leur sembler normal, ou ils sont renseignés par eux-mêmes en lisant des self-help books. Et puis il y en a d'autres, ben, c'est l'inverse, ils arrivent dans le bureau et juste après avoir dit bonjour, je ne pensais pas arriver là un jour, comme si c'était un peu purgatoire. Et donc il y a encore beaucoup de différences. La neuropsychologie, je l'utilisais beaucoup, j'utilisais les compétences des neuropsychologues que moi j'ai pas quand j'étais à l'hôpital. Et après, quand j'ai des patients qui ont fait des bilans. Mais sinon, en psychiatrie, on va dire plus sectorielle, comme il y a en France, institutionnelle, il y a encore une grande page, en fait, malheureusement, de psychanalyse. Et du coup, on a l'impression que ça va être simplement pour ceux qui ont des problèmes neurologiques et pas forcément des problèmes psychiatriques. Il y a un côté un peu, pas mystique, mais un peu quelque chose de mental qui ne se touche pas en fait. Alors ils vont quand même prescrire des traitements, il va y avoir de la RTMS, de la sismothérapie, il y aura des médicaments. Donc d'un côté, il y aurait ça, mais paradoxalement, l'être humain sera forcément, c'est des lieux communs, mais va être beaucoup plus complexe, c'est quelque chose d'intellectuel, de mental, c'est pas quelque chose qu'on touche. Donc c'est toujours quelque chose d'assez paradoxal et c'est encore pas partout, hein, heureusement qu'il y a des associations comme Fondamentales qui sont excellentes, mais sinon c'est encore une grosse image qu'il y a dans beaucoup de centres hospitaliers, universitaires moins, mais dans beaucoup de centres de psychiatrie locaux, de manière très très forte. D'accord. Alors, du coup, tu disais que, enfin, pardon, je tutoie, j'ai des mauvaises habitudes, ça va. Tu disais que justement que maintenant tu utilisais des compétences de neuropsychologue quand tu le pouvais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup pour ton diagnostic, ta prise en charge? Quelle est vraiment la plus-value que tu as remarqué maintenant que tu les utilises par rapport à peut-être un moment donné où tu les utilisais moins parce qu'elles étaient moins présentes ou moins disponibles? Ben là, en fait, ça va me servir quand je vais faire des thérapies, beaucoup de thérapies comportementales et cognitives avec mes patients, pour savoir si ce que je vais proposer après le bilan de psy, s'ils vont pouvoir l'intégrer. Parce que si moi je propose des tâches avec le patient, c'est-à-dire on fait un travail en commun, il y a une dynamique, on est à deux, mais qu'il va bien préparer, on va se préparer, on va faire les tâches et tout, il va comprendre. Au bout d'un moment, les exercices on ne va pas réussir à les faire, que ce soit au niveau cognitif ou des exercices au niveau de la cognitive, du comportement, que ce soit dans la mémoire épisodique, mémoire de travail, les fonctions exécutives, attention, des fonctions multiples, la métacognition, les cognitions sociales. Tout ça, si j'ai des gens qui ont des traumas crâniens, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de bilan de neuropsy chez les traumatisés crâniens, alors que c'est très pratique dans les expertises. Des gens qui ont fait des AVC, des gens qui ont des maladies neurodégénératives, ou même des états dépressifs, parce qu'on oublie souvent que quand on a fait plusieurs états dépressifs, ça commence à être très compliqué de résoudre rapidement un problème. C'est pour ça que ça récidive souvent. Et ça permet, en fait, pour moi et pour le patient, pour lui, que je fasse pas perdre de temps parce que je ne suis pas compétent. Et puis pour moi, d'avoir l'impression d'avancer aussi. Et puis pas avancer pour me faire plaisir et pour voir le patient souvent, mais pour avoir vraiment l'impression d'apporter une plus-value au patient et pas simplement venir voir un psychiatre et faire une psychothérapie, mais juste pour discuter. D'accord. J'en ai pas encore beaucoup en fait. Moi, j'ai pas beaucoup de personnes en extérieur, en libéral, même à l'hôpital, ce serait compliqué en temps. Je pense que j'aurais un bilan de neuropsy 6 mois après, voire plus. Et en libéral, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais souvent, quand on a un doute, c'est vraiment nécessaire de le faire. D'accord. Du coup, Jean, ça va permettre de rebondir un peu à ce que tu disais en introduction, quand tu demandais aux gens dans le chat de ceux qui étaient neuropsychologues en psychiatrie de se manifester pour te sentir un peu moins seul. Est-ce que tu trouves qu'effectivement, et du coup ça fera un peu écho à ce que disait le docteur Petit, c'était que bon, il y aurait 6 mois d'attente parce que ça manque de neuropsychologues dans la pratique, enfin, dans le milieu psychiatrique, toi qui travailles beaucoup. C'est-à-dire que, d'une manière globale, en France, on a du retard en neuropsychologie et dans le domaine psychiatrique, on a encore plus de retard.
Donc, que ça soit en termes de pratique, en termes de formation et donc du coup, en termes de professionnels sur le terrain, il y a peu de neuropsy qui sont spécialisés en psychiatrie. Donc, là, actuellement, p d'un point de vue, pratico-pratique, comment ça se manifeste sur le terrain? C'est qu'il y a quelques structures qui sont relativement dotées, mais de manière fortement hétérogène. Par exemple, là, on commence à voir poindre, je vais parler de l'adulte parce que c'est ce que je connais le mieux, mais ça serait aussi à discuter chez les enfants. On s Avant, les neuropsys en psychiatrie sont apparus sur certains centres, notamment les centres de réhabilitation, sur certains gros centres hospitaliers, suivant la volonté aussi des chefs de service. Maintenant, on voit commencer à poindre les neuropsies en CMP, par exemple, en centre médico-psychologique, chose auparavant qui était plus pour les enfants. En fait, les CMP étaient un petit peu plus dotés de neuropsy, et maintenant ça commence à arriver chez les adultes. Donc, et Dieu sait qu'il y a des besoins et Dieu sait qu'on est encore en retard. Globalement, on a du retard par rapport à ça, et donc oui, ça rallonge, mais et sur les quelques unités, qui disposent, enfin de plus en plus d'unités qui disposent de neuropsy, forcément il y a des délais d'attente parce que, un bilan neuropsychologique, quand on veut que ça soit bien fait, c'est pas, à la chaîne, ça demande aussi que, d'avoir du temps, ça demande d'avoir les outils, ça demande aussi que le patient soit disponible, psychologiquement, que les symptômes permettent de faire aussi, enfin ça dépend de la pathologie, hein, mais si le patient il est trop déprimé, ça va être un problème. Si le patient il est trop envahi ou trop anxieux, ça va être aussi un problème, ou trop désorganisé, voilà, voilà. Donc tout dépend aussi un petit peu, le patient, heu, sa médication et cetera. Donc il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte et qui limitent d'une part l'accès au bilan, qui font que parfois, oui, il y a des délais d'attente, et même en libéral, vu que la question a été abordée du libéral, je connais pas beaucoup de collègues qui seraient, à l'aise avec des patients, par exemple, je vais prendre le cas extrême, avec des patients psychotiques. D'envoyer un patient psychotique, même stabilisé en libéral, c'est pas tout le monde qui va le faire, tout le monde qui va être volontaire. Donc voilà, et même bipolaire, j'imagine que ça va pas forcément, rendre certains collègues très, très à l'aise. Donc c'est il y a un obstacle, il y a plusieurs obstacles qui font que, effectivement, c'est compliqué d'avoir accès à un bilan neuropsychologique, notamment dans le domaine psychiatrique. Alors, justement, tu disais qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'on n'était pas ou peu formés. Moi, si j'essaie de me remémorer mes années d'études, en tant que neuropsychologue pour la psychiatrie, je n'ai rien vu. Ouais, Mais c'est vraiment normal, rien. On c'est me dit, normal. voilà, je vous présente le DSM, voilà comment on peut à peu près le lire, voilà un petit peu comment la schizophrénie ou comment certains troubles psychiatriques vont influencer la cognition des malades, mais après, point terminé, quoi. Et donc, effectivement, si demain, moi, j'étais en libéral, je pense que je réfléchirais à deux fois avant de recevoir des patients. Euh, Ouais, mais c'est même ça, j'ai envie de dire, spécifique, quoi. ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que non seulement il y a un manque de formation, on va dire en termes de psychopathologie, de clinique, et cetera, mais il y a même en master de neuropsychologie, il y a même, c'est en train de changer heureusement, progressivement, mais il y a même, un déficit de représentation de la pratique neuropsychologique, de l'existence de cette pratique-là dans la formation en master. C'est-à-dire que pour beaucoup de neuropsy encore aujourd'hui, la psychiatrie n'est pas un terrain dans lequel les neuropsy exercent, ou alors c'est un terrain qui est moins noble que par rapport, à la neurologie, la rééducation, et cetera. La neuropsy, c'est une représentation que certains peuvent avoir aussi parce que c'est la représentation de certains enseignants qui peuvent véhiculer encore dans une espèce de vieille école que la neuropsy, c'est d'abord en neurologie ou à la rigueur en gériatrie, voilà. Mais que la psychiatrie, finalement, c'est pas vraiment de la neuro parce que quand on va faire de l'imagerie cérébrale, on va pas trouver grand-chose, parce que, finalement, les modèles qu'on connaît, voilà, ou tout ce qu'on a pu
trouver en termes de neurologie, ça va pas forcément fitter avec la psychiatrie, voilà. Donc finalement, la psychiatrie, c'est un peu comme un peu en médecine finalement. C'est-à-dire qu'en médecine où la psychiatrie est un peu finalement la seconde zone, troisième zone par rapport à d'autres choses comme la chirurgie, etc. Ben, finalement, j'ai l'impression que, mais j'attends l'avis de mes collègues, que le terrain de la psychiatrie est aussi un petit peu relégué par rapport à d'autres domaines comme la neurologie, la neurochirurgie, etc., où en fait, on a une espèce de noblesse qu'on n'a pas dans la psychiatrie. Avec en plus des patients qui sont bizarres, qui sont inquiétants, qui sont compliqués, où il y a du relationnel et on n'est pas à l'aise avec ça et on n'est pas formé à ça. Et voilà. Donc, pour moi, il y a aussi ce facteur-là qui est important. Alors, du coup, docteur Petit, comment on pourrait amener des neuropsychologues à prendre en charge justement ce type de patient, à soulever un peu on va dire, en fait, il y a des boucliers, j'ai l'impression, à soulever des deux côtés, en se disant, les praticiens en libéral ou en milieu hospitalier, donc j'entends par là les psychiatres, font plus de demandes peut-être aux neuropsy, qu'ils soient dans les structures ou en libéral, et inversement, les accompagner aussi en disant, voilà, comment vous pouvez prendre en charge ce type de patients-là, etc. Je pense que pour un neuropsychologue, il faut aussi qu'il soit à l'aise avec la psychiatrie et pas uniquement des symptômes psychiatriques, mais qu'on aurait dans des troubles neurologiques. Parce que c'est important aussi, moi j'en ai pas beaucoup dans le coin, dans la région, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, alors qu'à l'hôpital, il y en a quand même pas mal dans les services de neurologie. Après, je pense que je connais pas la formation en neuropsycho, mais je pense qu'il faudrait aussi que l'hôpital, que ce soit la psychiatrie, que ce soit hospitalière ou même en clinique, on s'en fout du moment qu'il y ait des patients et qu'il y ait des maladies psychiatriques à voir, qu'on puisse justement avoir des lieux de stage pour permettre donc de pas juste faire une découverte, hein, mais un truc qui soit vraiment très très utile. Après, parce que souvent, ce que tu connais pas, ça fait peur. Et même, tu as raison de donner un DSM, là, ça va être le DSM 5 révisé. Si on te le donne, ça va te rassurer forcément. Non. Tu vas savoir sur le principe ce qui va se passer, mais ça n'arrivera pas plus. Mais il faut aussi que la psychiatrie, pas de la psychiatrie, parce que c'est pas toute la psychiatrie, mais que beaucoup de zones de psychiatrie ouvrent au fait que notre cerveau fonctionne aussi et pas que par magie. Il y a des fonctions derrière, il y a beaucoup de fonctions, les fonctions ça s'évalue. Si on ne veut pas faire n'importe quoi avec les gens, pour les aider bien sûr, on a besoin que ce soit assez précis. Et disons que là, à l'hôpital, j'utilisais des bilans neuropsy quand j'étais en addicto pour justement ne pas forcément faire la partie qu'on appelle sevrage complexe, c'est la partie après le sevrage physique, où les gens avaient besoin en fait de récupérer, de régénérer un petit peu le cerveau pendant 3 semaines à 6 semaines. Et ça dépendait de certains questionnaires. Il y avait déjà une neuropsychologue qui faisait passer un petit peu, et moi je faisais passer quelques questionnaires que j'avais appris pendant ma formation en addicto. Et ça, c'était, bon, c'est pas de moi, c'était l'hôpital, donc c'est un hôpital qu'il avait fait au CHU de Caen. Et chaque patient pris en addicto dans le cadre d'une addiction à l'alcool, il y avait le bilan de sevrage physique, mais ça c'est pas compliqué. Mais après, il y avait également d'autres tests, une fois qu'on avait passé les 72 premières heures, des tests qui permettaient de savoir est-ce que les gens sont capables de faire de la prévention de réponse, est-ce que ce qu'ils vont apprendre pendant les 3 semaines ou 4 semaines d'hospitalisation, est-ce que écologiquement ils vont réussir à le faire à la maison? Est-ce que les fonctions intellectuelles, à quel point elles sont dégradées? Est-ce qu'on a besoin d'un temps de repos, d'un temps où on va recharger un vitamine B1, d'un temps, on a besoin de ça. Et en fait, c'est plus pertinent plutôt que de prendre les gens pendant 4 semaines, de leur expliquer plein de trucs qui sont sûrement très bien, mais sur un cerveau sain. Sain avec l'alcool. Mais sur un cerveau sain, alors que derrière, tout ce qui pourrait être fait d'affirmation de soi, de résolution de problèmes, de travailler sur le craving, en fait, les gens, écologiquement, ça ne marchera pas parce qu'il y a très très peu en fait, de choses qui vont rester. Et du coup, ça permettait de prendre directement à la suite du sevrage sain
les patients qui n'avaient pas de déficit important pour commencer le sevrage complexe et ceux qui avaient un déficit qui était considéré comme un peu plus important ou embêtant. Ils ont été pris dans une structure, une sorte de SSR d'addictologie pendant 3 semaines à 6 semaines. Après, il y avait des nouveaux tests qui étaient faits pour savoir s'ils pouvaient reprendre avec les autres. Et ça, c'était bien parce que ça ne fait pas perdre de temps à personne. C'est pas au médecin, hein, je parle juste en qualité de vie, parce que j'ai plutôt une vision de qualité de vie que de vitesse de traitement des gens. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Roubaix dans un SSR d'addicto. Et effectivement, c'était ça qui était intéressant. On faisait des petits bilans avec des mocas un peu à droite à gauche à l'entrée, histoire déjà d'avoir un petit aperçu. Et pour des patients qui allaient aller plus loin dans leur sevrage, on faisait un bilan neuropsychologique complet pour justement se poser la question de se dire, est-ce que ces personnes-là, si on leur apprend des nouvelles choses, des nouvelles façons de gérer leurs émotions, de gérer leur vie, est-ce que ce sera concluant? Comme tu disais, ce caractère écologique, ça c'est important, c'est un mot qui pour moi résonne énormément dans mon travail aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on fait en milieu hospitalier, ça va se transférer au domicile? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, c'est pas mal d'avoir cette vision aussi, de se dire que, oui, aujourd'hui, c'est pas juste une mission de je soigne le patient qui vient devant moi et je pense pas forcément à l'après, à derrière, etc. Parce que j'avais discuté avec un chercheur il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait que le problème d'aujourd'hui, c'était que l'hôpital avait plus une vocation sociable qu'une vocation de soins. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression de plus faire la gestion sociale à certains moments ou vraiment cette sensation de soins avec ce côté retour au domicile, réhabilitation, réinsertion, etc. Je ne sais pas qui veut prendre la parole par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par je n'entends pas très bien quand j'entends pas beaucoup en fait quand il parle, mais comme je viens de parler, peut-être que Sylvie est à l'hôpital, je ne sais pas. Oui, parce que là je suis en libéral, après je peux reprendre un peu sur les 10 autres années d'hospitalier. Jean, du coup, je vais monter un peu le son. Ouais. Non, tu disais par rapport à une vocation sociale de l'hôpital, c'est-à-dire? Vraiment juste, on fait un peu le point avec le patient, on lui permet de souffler, de se remettre un peu en ordre sur certaines choses, et puis après, on passe au suivant, quoi. Sans la notion de suivi, etc. Après, c'est peut-être une vision qui est erronée, hein, et ce serait tant mieux d'ailleurs. Il y a la théorie, il y a la pratique, au niveau hospitalier, ce que moi je peux voir sur ma structure, c'est que si on prend le cas extrême des patients qui sont hospitalisés, en fin d'hospitalisation, il y a quand même l'idée que, on doit faire un projet de soins pour le patient, un projet de soins personnalisé et la rééducation, la stimulation cognitive pour certains patients, ça fait partie du projet de soins. Donc c'est quelque chose qui va être proposé, c'est quelque chose, auquel on va essayer de penser. Après, tout dépend des moyens dont on dispose, du nombre de professionnels, du délai d'attente pour les prises en charge. C'est là que, on peut avoir l'impression de parfois être inefficace et de faire les choses à la chaîne parce que il faut bien proposer quelque chose à un moment donné. Donc après, moi j'ai aussi un regard qui est relativement biaisé parce que dans l'unité où je travaille, notre fonction, c'est justement effectivement de faire des bilans quand même, de faire des évaluations, mais avant tout qu'on fait le bilan en vue des propositions qu'on va devoir faire après aux patients. On fait pas du bilan pour faire du bilan. L'idée, c'est que le bilan, il est intéressant, mais uniquement en vue de ce qu'on va pouvoir proposer derrière. Et c'est là où on voit bien que le bilan, c'est du soin. Moi, c'est ce que j'essaie de dire toujours à mes étudiants. Quand on pense au bilan neuropsy, on pouvait penser, je vais parler au passé, on pouvait penser que le bilan, c'est du bilantage, etc. Mais le bilan n'a de sens que si on a quelque chose à proposer derrière en termes de soins, de quel que soit le type de soin d'ailleurs, à différents niveaux. Mais ça n'a pas de sens de faire du bilan pour du bilan. Donc le bilan, c'est déjà du soin. C'est déjà du soin d'une certaine manière. Après, ça ne fait pas tout. Oui, il faut après que derrière, il faut que ce soit mis en place et comme tu dis, qu'il y ait des délais qui permettent aussi
et qu'il y ait les professionnels qui soient capables de les prendre en charge. Or aujourd'hui, suivant les formations qu'on a, je vois ce que tu marques Sylvain, mais tout dépend encore enfin, même en Île-de-France, c'est compliqué de renvoyer, les patients, notamment en psychiatrie quand on a besoin d'une remédiation parce que finalement de la remédiation, il y a la rééducation, remédiation, il n'y a pas tellement de neuropsy qui font ça en fait, où ils le font partiellement ou pas vraiment et puis c'est compliqué d'accès parce que soit on a accès à une structure où, le patient ne va pas, avancer les frais, voilà, c'est pris en charge, mais auquel cas il y a des délais d'attente qui sont importants. Soit il faut aller voir en libéral, mais du coup le patient n'a pas les moyens de payer. Et puis en libéral, à ma connaissance, il n'y a pas forcément beaucoup de neuropsy qui pratiquent la rééducation ou qui sont formés à la remédiation, a fortiori en psychiatrie. Sachant que la remédiation en psychiatrie, c'est pas forcément la même que celle en neurologie ou avec la personne âgée, etc. Ça va pas être les mêmes pratiques, ça va pas être les mêmes logiciels, ça va pas être les mêmes outils et ça va pas être le même contact avec le patient. Donc, encore une fois, ce sont des patients qui sont différents, donc par certains aspects. Donc, il y a encore plein d'obstacles en termes de prise en charge. D'accord. Je vais garder du coup le mot outil et formation. Étrangement, je me demande vraiment pourquoi. On verra après. Voilà. Donc, du coup, docteur Petit, en libéral, est-ce que vous avez peut-être plus cette sensation aujourd'hui de faire du soin plus que quand vous étiez en structure? Ouais, carrément. C'est pour ça que j'ai demandé une dispo, en fait, parce que j'avais plus trop de temps qui était mis enfin, pas dans le social, mais dans l'administratif. Ouais. Ça permet d'avoir des prises en charge globales avec d'autres professionnels, et ça, c'était bien. Parce qu'il y a souvent, forcément, quand on a des problèmes de santé, on va avoir des conséquences. On ne va pas faire tous les trucs comportementaux, cognitifs, avec gestion de plein de trucs, problèmes sociaux. Mais là, non, ça te permet, le libéral, du moins, permet de faire beaucoup plus de soins. Je vois que des patients. Donc, en fait, j'ai forcément de la paperasse, mais c'est de la paperasse qui va être légère. Plus de paperasse, c'est la sécurité sociale. Le reste du temps, c'est vraiment que du patient pour pouvoir l'aider. Donc, ce côté-là, c'est vraiment bien. Okay. Alors que par rapport à l'hôpital, je vois beaucoup plus de patients là qu'à l'hôpital. Ouais. Du coup, c'est un peu bizarre quand même de se dire qu'un médecin sur un lieu de soins voit moins de patients que. Alors, au cabinet, c'est aussi un lieu de soins, mais bon. C'est pas un peu une contradiction? Sans rentrer dans la politique, il y a trop d'administratifs, pas assez de personnel formé. Hein, oui, normalement, tu ne devrais pas. À temps égal, tu devrais avoir à peu près autant de patients, même si on ne tient pas un compteur. Ah, bien sûr. Mais tu ne devrais pas t'ennuyer. Tu ne devrais pas avoir l'impression que ce que tu apprends, ou des formations que tu fais, ou un programme de remédiation cognitive que j'avais mis en place, que ça prenne 1 an pour que des gens dans un hôpital le relisent. Alors que je ne suis pas meilleur qu'eux, mais j'ai plus de connaissances dans certains domaines. Normal, en psychiatrie, je vais être meilleur que quelqu'un qui n'est pas psychiatre, c'est logique. Oui. Et que tout le monde veuille expliquer, parler, et que ça prenne 1 an avant d'être mis en place, c'était agaçant. Toujours des réunions avant pour parler, ça c'était fatigant. Et du coup, tu as un temps de plaisir, c'est de faire mon métier de psychiatre et psychothérapeute. Ce temps-là, à l'hôpital, tu t'ennuies en fait. Enfin, je m'ennuie parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ouais. À faire avancer, même au niveau justement social, à faire des démarches avec l'assistance sociale pour faire, je sais pas, si à un moment il y avait des mesures de protection, s'il y avait des dossiers au niveau du handicap à faire, s'il y avait n'importe quoi, ça me plaît parce que ça fait partie de la prise en charge, donc de la qualité de vie du patient. La maladie, c'est juste quelque chose qui entrave la qualité de vie des gens. Ça me plaisait bien, mais après, tout le reste, tout ce qui est administratif et tout ça, non, c'était pas faisable. Donc là, c'est sûr qu'en libéral, tu es isolé, on arrive à trouver des personnes, des interlocuteurs, mais c'est beaucoup moins rapide quand même que quand on travaille en pluriprofessionnel. Et tu vois plus de personnes, c'est plus intéressant, mais là, c'est que pour moi, en fait. Oui, bien sûr. Il y en a pour qui. Oui, il y en a pour qui c'était un peu différent et qui finalement se complaisent dans la paperasse et dans l'administratif. Et après, il y a des centres très spécialisés, et là, qui sont beaucoup dans des CHU, dans des centres privés un peu plus pointus. Ça, ce serait intéressant de soigner des troubles un peu plus spécifiques. On sait qu'on travaillerait beaucoup plus sur un type de maladie, et donc il y aurait moins de généralisation de pathologies différentes. Ça, ce serait pas mal. Mais dans
des hôpitaux périphériques où il y a un petit peu de psychiatrie, c'est tout venant et c'est pris en charge globale. Et en psychiatrie publique où on est sectorisé, euh, il y a encore une grosse différence entre la psychiatrie, enfin, les établissements de psychiatrie locaux, donc par département, et les CHU. Les CHU, ils ont accès à la RTMS, ils ont accès à des IRM qui vont être beaucoup plus rapides pour justement savoir, plutôt que toujours mettre un diagnostic psychiatrique unique en disant que c'est parce qu'il y a eu un œil ou quelque chose comme ça. Tu arrives beaucoup plus facilement à l'avoir quand tu es bien équipé que pas. Et c'est plus intéressant aussi, je pense, que pour les soignants. C'est pas demain que je vais faire un burn-out du coup, parce que je prends beaucoup de plaisir là. Mais c'est bien mieux dans des unités plus spécifiques ou plus pointues que dans des unités en tous non. Je ne parle pas du tout des patients, parce que j'aime bien les patients, n'importe lesquels. Mais c'est juste dans la qualité de travail qui n'est pas terrible. Qui n'est pas terrible pour moi, bien sûr. D'accord. Et toi, du coup, Jean, le libéral, pas encore? Le problème est qu'on est enregistré. Ah, d'accord. Donc, on en parlera en off, mais voilà. Alors, on parlait justement un peu des outils donc, que le docteur Petit essaie de mettre en place, des projets de remédiation plus ou moins différents, donc pour sortir aussi un peu de la médication et vraiment avoir ce côté réhabilitation, remédiation, réinsertion, tous les mots qu'on utilise pour finalement faire plus ou moins la même chose. Jean, du coup, tu parlais d'outils, de logiciels. On y viendra, mais petit à petit. Là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu utilises ou qu'est-ce que tu aimerais utiliser justement pour améliorer les prises en charge, en tout cas en remédiation? Alors, je vais faire un pas de côté. Avant de commencer à parler de prise en charge, je vais parler vu que c'est, moi j'ai quand même une activité de bilan qui est assez importante et en psychiatrie. Déjà, avant de parler d'outils de rééducation, il faudrait déjà parler d'outils d'évaluation et Dieu sait qu'en psychiatrie, on a du retard. Enfin, les outils dont on dispose et je fais appel à mes collègues s'il vous plaît, s ça m'étonnerait que vous soyez totalement satisfaits de ce que vous employez. Les outils qu'on utilise, ils ont été, déjà, essentiellement, c'est du format papier-crayon, voilà, même s'il y a quelques petits trucs qui existent en plus, mais c'est quand même essentiellement du papier-crayon. Suivant les patients, on a quand même, de plus en plus des patients qui sont relativement jeunes, et on nous demande de plus en plus de voir des patients jeunes parce que, on sait que les problématiques mentales, c'est surtout quand on est jeune que ça commence à se mettre en place, même si on peut être concerné à n'importe quel moment de sa vie. Mais suivant certaines pathologies, nous, on s'occupe chez nous un peu plus des troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques. Bon, il y en a quand même pas mal qui vont débuter relativement jeunes. Et en fait, chez le sujet jeune, rien que pour cette question-là, on n'a pas beaucoup d'outils qui sont extrêmement satisfaisants ou extrêmement sensibles. Parce que beaucoup d'outils ont été développés pour des pathologies plus sévères, des pathologies neurologiques, des pathologies, dégénératives et cetera. De sorte que, quand on a affaire à des troubles qui sont plus subtils, plus fluctuants, voilà, on va avoir un manque de sensibilité des outils, qui va être assez prégnant. Alors pour les, grandes fonctions comme la mémoire et cetera, les fonctions exécutives, mais je parle même pas de ce que et je sais que c'est un sujet qui est important, c'est la cognition sociale. La cognition sociale, aujourd'hui, je mets au défi, n'importe qui d'évaluer correctement la cognition sociale en psychiatrie. Peut-être qu'en neurologie, ça donne des résultats qui sont un petit peu plus intéressants, mais pour la psychiatrie, pour les composantes vraiment qui sont atteintes dans les troubles, par exemple psychotiques, dans les troubles autistiques, on a, on a, on a rien en fait. On n'a rien. On n'a rien qui soit valable, qui soit valide, qui soit pertinent. Je vois mes collègues qui font passer, enfin mes collègues du centre autisme, qui sont dans le bureau à côté, quand je vois leurs épreuves, ils trouvent absolument quasiment rien chez des autistes Asperger, enfin anciennement Asperger, on dit plus Asperger. Mais bon, voilà, avec des patients qui ont un autisme sans déficience intellectuelle, qui ont souvent, pour certains, un bon niveau d'éducation, on va rien retrouver
parce que les tests n'ont pas été conçus pour cette patientèle-là, pour ce public-là. Donc, avant de parler et comment on peut faire une bonne rééducation sans avoir un bilan qui tient la route, sans avoir des conclusions. Ça n'a pas de sens, quand on fait la rééducation, théoriquement, de faire la rééducation sans bilan et en même temps, de faire la rééducation alors que le bilan ne montre rien, a priori. Et comment on pourrait avoir un bilan qui montre quelque chose alors qu'on n'a pas d'outils qui soient sensibles et qui soient validés pour les patients qu'on évalue? Donc, voilà, je pose la question. Là, on sait que, par exemple, il va y avoir, tu parles des outils, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, et cetera. On sait qu'on va avoir, par exemple, pour les troubles psychotiques, en vue des troubles psychotiques et des troubles, autisme Asperger, de type Asperger, et cetera, sans déficience intellectuelle. On sait qu'il va y avoir la batterie Clacos qui va sortir chez Au Greffé courant l'été 2022 et qui est une création pour ceux qui connaissent pas, c'est une création une collaboration entre Paris, Tours et je sais plus quoi, Lyon, je sais plus qui s'en est occupé. C'est une création, ils reprennent des épreuves qui existent déjà et puis ils en ont vraiment créé d'autres. Voilà, c'est une batterie qui va sortir. Pour l'instant, cette batterie dans l'absolu, elle est intéressante parce qu'elle est dédiée aux patients psychiatriques, mais on a encore peu de données sur. Je ne sais pas si certains ont des données ici, mais moi, j'ai pas vu passer beaucoup de données sur la validité des épreuves qui ont été créées et sur leur sensibilité finalement. Donc oui, il y a des nouveaux outils qui vont sortir à destination du public psychiatrique, mais en même temps, on ne sait même pas si ces épreuves elles sont vraiment valides. En tout cas, si elles sont toutes valides. Voilà. Donc, il y a encore une grosse marge de progression en termes rien que d'évaluation. Voilà. Et là où c'est vraiment où on sent qu'il y a vraiment il y a encore une marge de manœuvre importante, c'est que les voisins européens ou même les Américains, les anglo-saxons qui sont toujours un peu plus en avance que nous, il n'y a rien de super satisfaisant non plus chez eux non plus. Il y a des choses qui sont prometteuses, mais rien qui soit, à ma connaissance, d'utilisation en pratique clinique courante. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est très bien de sortir plein de choses qui existent dans la recherche, mais après, concrètement sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est quand même que les cliniciens puissent l'utiliser, que ce soit utilisable au quotidien et que ce soit accessible et utilisable en pratique courante. Et ça, voilà, on n'en est pas totalement là, me semble-t-il. Bah, du coup, docteur Petit, vous pensez, enfin, est-ce que tu trouves que justement tu as quand même l'air de bien connaître les tests que les neuropsy utilisent, etc. Est-ce que tu trouves comme gens qu'ils ne sont pas assez représentatifs ou assez précis par rapport à la population? Est-ce que ce n'est pas un peu des tests un peu trop généraux qui fonctionnent plutôt pour une population normale qui n'a pas de troubles ou pas de problèmes psychologiques ou psychiatriques? Est-ce que tu penses que c'est... Il y en a pas mal qui ont été validés sur ce modèle-là, en fait, pour évaluer les fonctions, mais pas forcément pour évaluer les fonctions de personnes malades. Et les scores, les cut-offs, à chaque fois, ben, ils ne sont pas mauvais parce que ça a été revu et revu. Mais à la base, c'était l'intérêt. Enfin, la base, c'est mieux, c'est un point, mais historique en neuropsycho, c'était comment on fait pour évaluer les fonctions. Et pour être certain que la fonction soit évaluée, c'était fait sur des gens, je ne vais pas dire simples, des gens qui n'avaient pas d'atteinte de cette fonction, de cette zone du cerveau, peu importe. Et on a besoin de savoir de manière un peu plus précise, sachant que on ne va pas travailler ou faire, donc j'ai utilisé le mot remédiation, on ne va pas utiliser la remédiation en bataille, on va utiliser la remédiation pour améliorer quelque chose. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être pour pouvoir améliorer, comment dire, pas forcément le résultat du questionnaire, mais vraiment les zones qui vont être compliquées, enfin, du questionnaire des tests. Ça va plutôt être prendre soin de moi, est-ce que les gens arrivent à s'autoréguler, la conscience qu'ils ont, les praxis, ce qu'ils arrivent les gestes qu'ils arrivent à faire, dans quel but, tout ce qui est visio-spatial, la nutrition, est-ce qu'on sait s'autoréguler par eux, est-ce qu'on est difficile, est-ce que j'arrive à parler, à mémoriser. Il faut que ce soit quelque chose de bien plus précis de plus précis. Après, ça va une je présume, mais de très précis pour qu'on propose pareil en rééducation du cerveau, pour la remédiation, en fait, ce soit quelque chose qui soit efficace et pas faire travailler des zones qui en fait sont pas super défaillants.
Dans un sport, c'est très très bien d'aller sur des facteurs, des points forts, les développer, au détriment d'un point faible. Mais dans la vraie vie, on n'est pas tous sportifs. Et puis, quelqu'un qui a de grosses difficultés, des gros troubles au niveau neuro, je pense pas qu'aller sur des points forts, ça va l'aider à améliorer les points qui sont faibles. En fait. Et comme les examens, et il y en a beaucoup, hein, quand on regarde, il y a des. Moi, je peux télécharger, je veux dire, j'ai acheté parce qu'il y a tout le monde qui regarde. J'ai téléchargé un bouquin et dedans, le nombre de questionnaires qu'il peut y avoir, c'est impressionnant. Moi, je suis largué. Je connais juste les fonctions, je sais sur les zones du cerveau, j'ai moins de connaissances précises que vous. Mais c'est impressionnant, je ne saurais jamais sur lequel regarder. Si on m'en donne plusieurs, pourtant c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'arriverai jamais à savoir lequel sur bio. Parce que lequel serait adapté à une population d'euro, à une population en psychiatrie. En psychiatrie, à une population qui a eu un état dépressif, un seul, ou ceux qui ont eu plusieurs épisodes dépressifs. La schizophrénie que je connais, ben là j'en vois très peu en libéral, mais que je connais. Le type de schizophrénie, parce qu'il y a plusieurs types de schizophrénie. Quand il y a des troubles anxieux, il y a plein de troubles anxieux différents. La prise, on me dit souvent, mais la prise des traitements doit modifier pas en mal. Enfin, ces antidépresseurs, c'est pas en mal, mais les prises anxiolytiques ou d'antalgiques vont modifier en fait plein de réseaux neuronaux dans la tête. Bah, ce serait peut-être bien aussi de faire des bilans à chaque fois là-dessus. Et moi, de mon côté, de manière un peu moins technique que vous, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez des questionnaires et qu'on vous dise surtout lequel est le plus adapté dans telle situation. Et que moi, en fait, j'ai que les conclusions, même si j'aime bien lire le reste, mais pour savoir après sur quoi j'aurais envie de travailler pour pas que ce soit on travaille toutes les fonctions et là-dedans, il y aura bien des fonctions qui vont. On voudrait tous un médecin comme ça. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de médecins différents et c'était pas toujours le cas. Quoi. Ça fonctionnait pas toujours comme ça. Souvent, on nous disait voilà, il nous faut faire ce test-là, ce test-là, ce test-là, et après, voilà, on donnait nos conclusions, on savait même pas à quoi elles allaient servir. Avoir des retours, c'est vraiment intéressant. Cette approche-là, elle est vraiment, on sent le côté vraiment, ouais, pluridisciplinaire, travailler ensemble pour le bien du patient. Alors, du coup, je vais essayer de résumer un peu tout ça. On a parlé de ces questionnaires qui n'étaient peut-être pas assez bien ciblés par rapport à la population, mais aussi par rapport au côté handicapant des troubles, pour faire, je pense, assez simple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme, parce que finalement, voilà, on a notre trouble psychiatrique. La question, c'est en quoi ça nous handicape dans la vie. C'est un peu ça, un peu la question. Et la remédiation, rééducation, peu importe, doit essayer de faire en sorte de limiter le handicap ou de mettre en place des choses pour justement limiter ce handicap. Vous êtes du coup d'accord avec ça? Ok. Pour moi, ouais, moi ça me va. Parfait. Donc on reste là-dessus, c'est très bien. Et du coup, la question un peu que je me pose, et c'est pour ça que l'intervention du docteur Petit, pour moi, elle était importante, parce que je vois que tu t'es formé à la réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté des informations supplémentaires concernant le diagnostic? Ouais, beaucoup. Je l'ai utilisé dans les. Moi, je fais donc je l'ai répété plusieurs fois tout à l'heure, mais des thérapies cognitives comportementales. On connaît le fonctionnement du cerveau, par exemple. J'ai parlé simplement même pour des phobies simples. On sait que ça va être l'exposition, ou même sur des troubles comme la conduite. L'exposition, ça marche bien, c'est un traitement, c'est ce qu'on doit faire. Mais dedans, sur la plupart des études, et depuis même 40 ans, bah, ça marche tellement bien qu'il y a plus de 60% des gens qui sont améliorés en faisant ça. Donc c'est un truc qui ne va pas. Et après, on s'est aperçu dans les années 70-80, en fait, avec des expositions en réalité virtuelle, au début c'était fait pour les pilotes d'avion, que en fait ça permettait aux gens de s'exposer. Et donc en fait que la théorie, ça allait très très bien, que les gens comprenaient très très bien, mais qu'ils n'arrivaient pas à s'exposer. D'où le fait que ça fonctionne très très peu. Et donc là, on a quand même pas mal d'études. J'ai fait une revue de littérature pour une formation en TCC. Et on était arrivé jusqu'à 85% d'amélioration, à peu près, quand c'est, on va dire, bien fait, en réalité virtuelle. Et ça, c'est super utile. Et donc, ça, c'est le côté thérapeutique. Donc, j'invente rien, l'exposition marche. Mais en fait, le seul truc qu'il faut, c'est que les gens s'exposent. Et pour s'exposer, le fait de faire ni en imagination, ni in vivo, ben, tu es entre les deux. Parce que notre cerveau, ben, quand on est en réalité virtuelle, puis je crois que j'ai vu ce que tu avais fait, c'était vraiment top.
Notre cerveau, il n'a pas besoin de grand-chose en fait pour imaginer être dans la scène. Il faut 3-4 points et puis notre cerveau, hop, il repart. Et je me suis aperçu en fait que des gens qui venaient avec un diagnostic, donc j'aime bien moi le refaire aussi, pas parce que j'ai raison, mais pour voir si, au moins si c'est vraiment ça, s'il y a que ça. Et des personnes qui avaient des réactions physiologiques quand ils sont debout ou assis, ou des réactions, des croyances. Je vais faire une analyse fonctionnelle pendant qu'ils ont le casque aussi, tant qu'à faire, pour pouvoir voir en fait ce qui se passe. Et puis on arrive à retrouver des phobies initiales qui en fait sont des tops, beaucoup de fois d'ailleurs, des stress post-traumatiques avec des réactions physiologiques des gens qui ont des urticaires, enfin, légers, hein, mais qui est juste là. Et pour ça, c'était vachement pratique. Et ça, c'est que vraiment pour la psychiatrie très standard que je vais faire, la psychothérapie très facile. Mais en fait, c'est vachement pratique. Et du coup, la réalité en thérapie, en plus des phobies, ça permet de mettre, de phobies simples, ça permet de mettre les gens dans des situations de soins très efficaces. Par exemple, les TOC, qui est un des domaines que j'aime bien et que j'aimerais bien maîtriser beaucoup. En fait, je vais avoir beaucoup de personnes qui ont un côté obsessionnel beaucoup plus important. On peut tout à fait leur demander ce qui les gêne et puis on va mettre dans le casque en fait des images qui ne sont pas le plus trash pour eux, bien sûr, mais c'est pas mal d'images pour en fait pouvoir faire des exercices de saturation et puis qu'ils peuvent s'apercevoir que quand ils vont faire des exercices à la maison pour saturer, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et qu'ils ne vont pas rester plantés devant la porte, par exemple, pendant 5 heures ou 6 heures. L'exercice que je leur donne, il est faisable. Et du coup, en faisant en consultation, on s'aperçoit qu'au début, c'est compliqué. Puis après, on leur demande de là, de 0 à 10, vous êtes combien? Et en fait, ça laisse assez. Ils me disent, c'est bizarre, je pensais que j'allais rester coincé tout le temps. Et donc, ça permet d'amener le pied pour faire une thérapie, une TCC sans réalité virtuelle, ou après avec un peu de réalité virtuelle. Pour les stress post-traumatiques, j'utilise les TCC, thérapie de consultation. Le MDR, c'est un peu long, et puis c'est pas mieux que les TCC en littérature. Mais ça permet, quand tu as, par exemple, en utilisant ce qu'il y a sur Internet, même Google, genre Google Street View, Google Earth, puis toutes les photos qu'on peut avoir, pour les gens qui ont eu des accidents, des agressions, des carjacking, ça c'est le truc que je pense là parce que je l'ai vu dans la semaine là. Et on remet des images, et puis évidemment ça se passe bien. La dame dit non, ça va, je me sens mieux. Il n'y a pas de souci avec le traitement que m'avait donné mon médecin, et c'était un bon traitement, c'était ce qu'il fallait, c'était adapté. Non, ça va mieux. Sauf qu'en arrivant, moi je continue d'avancer pour venir à peu près sur sa rue, une rue qui fait 2 km, donc du coup je commençais à patienter. Et puis à un moment, je vois une réaction physiologique de son corps, et c'est plus que ça, c'était elle transpire comme pas possible, quoi. Et elle dit, ah bah non, mais là, faut changer, faut changer. On fait un délai, du coup, je me dis, vous ouvrez les yeux ou vous fermez les yeux? Parce qu'avec le casque, on ne voit rien. Je vois juste ce qu'elle regarde, je ne sais pas si elle le regarde, parce qu'elle fait un évitement. Et elle dit, non, mais il faut changer. Du coup, ça permet de savoir qu'en fait, le stress post-traumatique, il n'est pas changé du tout, et qu'en fait, ce qu'elle a utilisé pour essayer d'aller mieux, c'est des traitements prescrits. J'ai appris après qu'il y avait des autotraitements, parce que ça n'allait toujours pas mieux, donc elle a pris des anxios qui n'étaient pas de bon fait. Elle fait un léger évitement qui en fait n'est pas léger du tout. Elle fait 10 bornes pour éviter de passer par cette rue-là. Et elle est toujours en hypervigilance. Et ça, on l'a vu parce que on peut mettre dans la réalité virtuelle, dans le casque en fait, de réalité virtuelle, qui est en voyant à 360, l'endroit où la personne a pu être agressée. Et ça, franchement, moi je trouve ça super utile et j'utilise pas mal. Ok, du coup, ça. Forcément, sur les troubles qui m'intéressent le plus, le TOC, les stress post-traumatiques, ça va être souvent là-dessus. D'accord, donc du coup, ça augmente la sensibilité d'un test que tu aurais fait d'une autre façon, tu n'aurais peut-être pas eu le même résultat, quoi. Ouais, parce qu'en fait, nous, on a le rapport, on a des pareil, on dit que tu as des questionnaires, en TCC, on est très questionnaire aussi. Pas pour le diagnostic, parce qu'il aide le diagnostic, mais il ne fait pas le diagnostic, mais au moins qu'on ait des lignes de base pour voir si on fait fausse couple ou si on n'est pas trop mauvais. Mais après, on n'est pas comme ça, on est l'écologie. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Ils devraient repartir avec une GoPro sur la tête pour qu'on puisse voir ce qu'ils vont faire pour les TOC, pour les stress post-traumatiques, pour des phobies, pour la phobie de la voiture. Je l'ai aussi au cabinet avec donc, le casque et puis le volant et les pédales. Ça, c'est super pratique.
Je suis en milieu mini-urbain, enfin, je suis à côté d'une ville qui n'est pas méga grande, mais elle fait 120 000 habitants. Et il y a plein de personnes qui sont sans être âgées, mais qui dépendaient beaucoup du conjoint pour aller en ville, faire des courses. Donc, et la personne, leur conjoint, qui était leur objet contraphobique pour pouvoir conduire, en fait, va décéder. Et au bout d'un moment, le côté handicap, c'est il faut faire des courses. Il faut aller chez les médecins. Là, je suis désolé parce que le village dans lequel je suis, il y a 350 habitants. Et en fait, faire la voiture, c'est compliqué. Hein, mais si on dit faites 10 mètres, faites 50 mètres, qu'est-ce qui vous paraît faisable? Est-ce que ça, c'est faisable? Il va falloir le faire tous les jours, il va falloir le répéter. On explique bien l'exposition progressive, la répétition, des petits pas à chaque fois. Mais en fait, si tu ne peux pas, parce que tu as une trouille qui a 9 sur 10, tu ne le feras jamais. Tu n'aideras pas les gens, et comme ils vont avoir l'impression, surtout que tu ne comprends pas, ils vont arrêter de te voir. Bon, c'est peut-être pas mieux pour eux, c'est peut-être pas mieux pour eux. Mais c'est surtout que eux, en fait, ils vont se dire, on ne peut rien pour moi. Donc, du coup, ils vont se débrouiller toujours comme pas possible. Et ce trouble-là sera invalidant. Alors que quand on le fait en cabinet, on est entre l'imagination et la réalité. Et on voit très, très bien que pour les patients, on est très proche de la réalité parce que quand on met un capteur, même sur au niveau des pulsations, de la transpiration, la manière dont on bouge, la manière dont les gens se repositionnent dans le siège, on voit tout de suite qu'il faut 10 secondes même pas pour voir qu'il y a une réaction physiologique du corps. Et du coup, c'est parti, on le fait. Et après, on fait des exercices donc, de TCC pendant l'exposition. Et puis, on peut s'apercevoir, mais ça, on le sait, que les gens vont mieux. Donc, nous, on le sait. En fait, en bout d'un moment, tu as une habituation. Même des fois, un tout petit peu avant les 40 minutes, on a une habituation. Et à un moment, les patients, il suffit simplement pour leur augmenter leur motivation à se soigner, avec moi ou quelqu'un d'autre, s'en fout, de se dire, là, j'ai réussi à conduire pendant 30 minutes. Pour quelqu'un qui n'a pas conduit du tout pendant des fois 10 ans, suite à un AVP ou autre chose, conduire pendant 30 minutes, même si c'est en faux, son corps, son cerveau, tu vois bien comment fonctionne la réalité virtuelle, lui a dit que c'était vrai, en grande partie vrai. Et quand tu lui poses la question, rappelez-moi la dernière fois que vous avez pu conduire 30 minutes, c'était quand? Là, tu as un bon pas pour que la personne puisse se soigner et se dise, si on peut quand même faire un truc, parce que je ne me rappelle pas, là, j'étais pas bien et j'ai réussi à tenir. Et du coup, la réalité permet vraiment de faire ça. Et du coup, on sait que les exercices qui vont être faits après, donc dans leur écologie à eux, il y a plus de chances qu'ils les fassent. Il y a beaucoup, beaucoup plus de chances. Alors que sinon, même si tu utilises les 3 premières séances, que tu fais des séances de 45 minutes que de psychoéducation, d'explication, de radotage sur le simplement petit pas et répétition, petit pas, répétition, voir tous les évitements qu'ils utilisent, tu peux avoir 3 fois et ils n'ont pas perdu, parce que c'est pas perdu, mais c'est 3 fois, mais tu n'apprends pas. Alors que là, le fait, c'est un peu comme c'est une expérimentation qui permet aux patients déjà de retraiter une information qui est j'arriverai jamais à conduire. En fait, l'information, là, il vient de prouver que, comme son cerveau, il faisait penser que c'était une vraie conduite, si j'ai réussi à le faire. Et du coup, j'ai réussi à le faire permet de casser la condition, j'arriverai pas, c'est pas possible, je suis nul, j'y arriverai jamais, je vais devoir faire autrement. On veut que je me soigne, mais j'y arriverai pas. Et du coup, ça arrive à casser, du coup, les expositions que tu peux faire dans chez eux, ils arriveront à le faire. Et c'est le même principe après qu'une autre phobie, ça ira mieux, mais ça, sans la réalité virtuelle, c'est plus compliqué. Ou alors, c'est des phobies qui vont être différentes. Il n'y a pas de classement de la meilleure ou de la plus dure, mais il y en a des phobies de la conduite, par exemple, qui vont être quand même bien différentes. Il y en a qui peuvent pas du tout, et il y en a, c'est certains endroits qui vont être compliqués. Il y en a, c'est quand ça dépasse les 100, il y en a, c'est des entrées sur les voies rapides. Ça va être un peu différent, mais sur les cas qui vont être assez embêtants, et je dois avoir un biais de recrutement aussi, forcément. Mais je trouve ça très très utile, et surtout l'amélioration est bien, c'est hyper efficace. Ok. Du coup, Jean, tu parlais tout à l'heure que les outils n'étaient peut-être pas les mieux adaptés. Est-ce que tu penses que la réalité virtuelle pourrait peut-être être un des outils manquants, je ne vais pas dire l'outil manquant, ce serait trop, mais un des outils manquants peut-être qui manquerait aux neuropsychologues pour peut-être avoir une évaluation plus fine, quelque chose de beaucoup plus sensible que l'on pourrait adapter en fonction des patients. On parlait de cognition sociale. Il n'y a rien de mieux qu'une cognition sociale que d'essayer d'avoir la vraie interaction. Et du coup, derrière, est-ce que ça ne peut pas non plus être un outil de remédiation qui pourrait être
intéressant à utiliser en neuropsychologie et encore plus en psychiatrie. Ouais. Il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, me semble-t-il, tant dans l'évaluation que dans la remédiation. C'est, de différents points de vue. C'est-à-dire que si on prend, rien que pour l'évaluation, même pour la cognition froide, hein, sans parler de la cognition sociale, nous, ce qu'on est, en tant que neuropsy, on le sait tous, il y a un gros problème dans les épreuves qu'on utilise, entre autres, hein. C'est aussi le problème des versions parallèles. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment pour plusieurs tests, de versions, équivalentes, et donc on va être amené à réévaluer toujours de la même manière avec les mêmes outils, peu ou prou. Donc peut-être avec la réalité virtuelle, on pourrait disposer de plusieurs versions différentes, mais à peu près équivalentes, des univers, à peu près équivalents, et avec cet avantage-là de pouvoir contrôler un certain nombre de facteurs, de paramètres qu'on peut pas forcément contrôler dans un test. Donc il y a certains tests qui essayent de s'adapter un petit peu, aujourd'hui, mais globalement, moi, ce que je trouve assez séduisant dans la possibilité de la réalité virtuelle, c'est qu'on ait le clinicien puisse calibrer en fonction de certains, facteurs. Heu et chose qu'on a du mal à faire, en clinique, courante. Et pareil pour la cognition, pour la cognition sociale, ce qui peut être intéressant plus particulièrement, c'est que quand on voit les problématiques de certains patients, et quand on voit les tests, papier-crayon qui existent aujourd'hui, effectivement, on a du mal à reproduire un petit peu la réalité, notamment en termes d'affect, justement. Et notamment quand on voit, par exemple, je vais prendre l'exemple des patients avec, troubles psychotiques. Si on prend, les patients avec troubles psychotiques, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes de théorie de l'esprit, par exemple, que les patients avec autisme. Et finalement, les épreuves, qui existent aujourd'hui, en termes de théorie de l'esprit pour les patients psychotiques, elles sont pas sensibles, parce que, notamment, les patients, ils sont pas, ils sont doués quand même. Si on leur demande d'analyser froidement des situations sociales dans lesquelles ils sont pas personnellement impliqués, pour beaucoup d'entre eux, sauf déficit majeur au niveau cognitif, globalement, ils comprennent grosso modo ce qui se passe dans la situation, quels sont les enjeux, qui fait quoi, pourquoi, et cetera. Voilà. Après, il y aura toujours des patients qui auront des situations plus compliquées, mais quand même, grosso modo, que ça soit mes collègues ou moi-même, dans notre petite expérience, on voit que quand même les patients qu'on voit en début de maladie ou même un peu plus avancés dans la maladie, ils sont quand même capables. Et pourquoi notre hypothèse, c'est pourquoi ils y arrivent? Parce que en fait, ils sont pas impliqués eux-mêmes dans les situations. Ils sont pas impliqués émotionnellement, ils sont pas impliqués dans les interactions. On leur demande de juger froidement, de situations, qui leur sont présentées souvent par un support, écrit, ou alors par un support, vidéo, mais pas très écologique, quoi, dans tous les cas. Et donc, si on imagine des programmes comme, j'en ai vu, hein, dans certains articles, si on imagine certains programmes où justement le patient, on le sollicite directement, où on essaie de projeter, le type de situation dans lequel, il est en difficulté. On suppose qu'il est en difficulté parce que ça va susciter de la méfiance, ça va susciter, voilà, de l'interprétation, et cetera. Là, on va peut-être voir apparaître des choses. Voilà. Donc, et ça va être intéressant tant sur le plan de l'évaluation que évidemment en termes de remédiation, où on va pouvoir calibrer la rééducation, la remédiation en fonction des troubles présentés par le patient spécifiquement. Et c'est cette souplesse-là qui pourrait être intéressante, pour les patients, pour l'évaluateur, et pour le rééducateur et pour le patient, d'avoir cette souplesse-là, d'avoir un outil qui permette une combinatoire spécifique à un patient, particulier, en fonction de ses problématiques. Et là, on serait vraiment dans la rééducation, dans la rééducation pure et dure, c'est-à-dire vraiment une rééducation qui soit pas un programme, général, mais vraiment adapté à la problématique du patient. Et ça, c'est vraiment ce qui fait encore défaut, aujourd'hui. De sorte que ceci explique peut-être aussi pourquoi la rééducation, on voit pas toujours beaucoup de choses apparaître, parce qu'on essaie de mettre tout le monde dans des grandes cases, dans des groupes, dans des programmes, et cetera, sans vraiment,
particulariser le programme par rapport aux patients qu'on a en face de nous. Mais ça, je vais pouvoir te répondre très facilement parce que maintenant, moi, je développe des programmes. Le problème, effectivement, c'est qu'il faut essayer, entre guillemets, de... En fait, tu as deux options. Soit tu laisses les gens créer... Enfin, tu laisses les thérapeutes créer leurs exercices, mais ils vont te dire, oui, mais attends, moi, je suis pas programmeur, je suis pas développeur, c'est pas possible, j'ai pas le temps, etc. Donc, d'un côté, tu es aussi obligé de faire du clé en main. Et si tu fais du clé en main, tu es obligé d'essayer de ratisser le plus large possible. Du coup, tu vois, c'est un tout petit peu compliqué. C'est pour ça que je pense que beaucoup utilisent classiquement plutôt le papier-crayon parce que c'est plus facile de faire des modifications et d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus spécifique que la VR où là, tu te dis, attends, là, on parle d'informatique, on parle de langage C#, peu importe. Et ça, c'est une des grosses problématiques qu'on a quand on développe des outils, c'est de se dire, est-ce qu'on fait un outil complètement open, enfin, ouvert, mais dans ce cas, personne va avoir les capacités de créer, ou alors tu trouves quelque chose entre les deux qui permet de créer. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais il faut encore que les gens s'investissent, ou alors tu fais quelque chose de très cadenassé, mais dans ce cas, quand tu l'utilises, c'est un peu frustrant que moi j'ai beaucoup connu quand j'utilisais des outils, c'était ouais, mais si juste ça on le changeait, ça pourrait correspondre pile poil aux besoins de nos patients. Et du coup, pour résumer ce que tu dis, c'est d'avoir une évaluation qui ressemble à un quotidien où la personne elle pourrait nous montrer comment elle agit naturellement et de continuer avec ces outils-là pour essayer justement de mettre en place des stratégies d'adaptation par rapport à ça. Donc d'avoir un tout en un, diagnostiquer, rééducation dans la même. Et après, juste pour compléter, quand je pense, quand je parle de particulariser vis-à-vis d'un patient singulier, je pense plutôt peut-être pas créer totalement pour chaque patient quelque chose de différent, mais avoir des grandes trames, mais qui correspondent aux troubles ou au type de troubles qu'on peut avoir chez tel ou tel patient. Okay. C'est-à-dire que, ou des situations, par exemple, les transports en commun, ou un bar ou le grand magasin, etc. Des situations où on sait que ça va activer certains types de patients, ou certains types de stimuli, en tout cas, qui peuvent être communs d'ailleurs à plusieurs pathologies, hein, mais de pouvoir sélectionner certains types de situations et varier un certain nombre de paramètres. Je ne sais pas, le nombre de personnages qui sont dans la scène, etc., ou le type de discours qui peut être prononcé par le personnage, etc. Faire varier ce type de critères-là. En fait, ensuite, évidemment, il ne s'agit pas voilà, tout changer pour chaque patient à chaque fois, mais d'avoir un certain nombre de variables qu'on puisse contrôler pour chaque patient. Après, moi, je vois un obstacle qui est très clair alors, il y a les réticences parfois des praticiens aussi à utiliser la VR parce qu'on n'est pas forcément formé à ça. C'est quelque chose qui est encore relativement nouveau. Et puis, il y a l'obstacle aussi des institutions. Et quand on travaille en institution, ça dépend la volonté des chefs de service et ça dépend aussi les moyens de l'institution. Suivant et sincèrement, quand on voit, je ne sais pas si à quand remontent vos expériences avec l'hôpital public, mais quand on voit les finances de l'hôpital public, quand on veut demander du papier, c'est déjà compliqué. Alors, demander des casques de réalité virtuelle, voilà, parfois, quand on parlait de réunions, que pour mettre en place un groupe de remédiation cognitive, il faut 1 an. Alors parfois, pour certains achats, je vous laisse imaginer. Oui, Voilà. je sais. J'en appelle tous les jours des hôpitaux pour en discuter. Et je sais. Mais ce n'est pas tant cette problématique-là qui est la plus complexe. Du coup, je vais revenir au fait que tu parlais de différents environnements. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, Docteur Petit, vous utilisez C2Care. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a plusieurs, je les connais très bien, il y a plusieurs environnements. Je crois qu'ils ont. Il y a une ville, il y a une voiture, il y a. Ouais. Ouais, c'est Et ça. puis, le truc qui est utile pour faire du sur-mesure, c'est quand ils ont mis en place un custom, c'est-à-dire que tu choisis, tu vas regarder toi-même tes vidéos, tu peux en prendre de toi-même avec une GoPro ou avec ton téléphone, et tu peux les mettre dans ton ordi, et puis après faire un copier-coller et les amener à cet endroit-là. Donc même les gens pourraient vous montrer en fait ce qui est compliqué.
chez eux. Bon, je reste dans mon domaine qui est plus psychiatrique que neuropsycho. Je vais parler de ce que je connais un peu mieux. Mais en fait, ça permet de le remettre après dans le casque. Ou si forcément je n'ai pas, mais que j'ai regardé un petit peu sur YouTube, vidéo 360, je vais pouvoir retrouver des vidéos qui, d'après l'analyse fonctionnelle et ce que montrent les indices, les gros indices, les indices subtils que montrent les patients, qui vont déclencher des tocs, peu importe des réactions, des émotions un peu trop fortes. Ça permet en fait de refaire un truc hyper précis. Et depuis qu'il y a ça, c'est très très pratique. Je m'en sers un peu plus que d'autres types de trucs tout faits. Je le fais moins. Il y en a certains qui ne sont pas très très jolis, qui ne sont pas très très bien faits. Mais il y en a certains, pour la foule, pour l'agoraphobie très importante, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Et du coup, ça permet de demander aux patients et de faire une hiérarchie. On peut télécharger des vidéos et après les repasser aux patients, même plusieurs fois, pour montrer des niveaux d'anxiété qui vont être un peu chaque par palier. Et pour ça, c'est vachement pratique. C'est ce qu'on disait au début, chaque patient est unique, arrive avec son fonctionnement, sa psyché, son histoire de vie, ses problèmes, et du coup pouvoir customiser ce qu'on lui présente, que ce soit pour l'évaluation comme pour la remédiation. Moi, je pense très sincèrement que c'est vers ça qu'il faut aller. Et oui, on peut, ouais. ouais. Après, voilà, il faut construire, il faut avoir des outils qui sont quand même adaptés et adaptables. Et ça, c'est pas forcément toujours le cas. Est-ce que on va pas rester trop longtemps et sinon on pourrait passer des heures. Est-ce que dans le chat il y a des gens qui ont des questions peut-être à poser, que ce soit à Jean ou au docteur Petit? Je dis ça, ça se trouve, je sais même pas. Jean, t'as un doctorat toi ou pas? Non, je n'ai pas de doctorat, Non, pas non encore. plus, hein. J'aurais pu dire docteur Petrucci et docteur. Voilà, si dans le chat vous avez des questions à poser plus particulièrement, n'hésitez pas. En tout cas, il y a Sylvain qui dit que pour lui, la réalité virtuelle, ça pourrait être une bonne médiation pour transférer vers la vie quotidienne plutôt que de passer par des programmes informatiques ou papier-crayon. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas dire le contraire. Puis ça pourrait être, il y a aussi une dimension, c'est aussi la dimension d'acceptabilité par le patient de certains tests ou de certains, que ça ferait un petit peu plus, ça ferait moins, tests scolaires, comme on peut y être habitué, où on est un peu, voilà, testé sur tel ou tel aspect. Il peut y avoir un aspect, peut-être plus, voilà, plus tolérable par le patient, après ça pose d'autres questions, mais bon, ça peut être un petit peu plus ludique, ça peut être senti comme un peu plus ludique. Après, il faut faire attention au ludique, au trop ludique, parce que quand parfois on est obligé de faire un petit peu marche arrière par rapport aux outils qu'on propose, surtout chez les enfants, ça fonctionne. Chez les plus jeunes, ça fonctionne surtout comme ça. C'est ah ouais, la dernière fois, on a joué sur l'ordinateur. Pourquoi là, je fais un truc comme à l'école et du coup, il faut faire un peu aussi attention. Il y a l'effet waouh aussi, je pense, au début, quand on commence pour la première fois, qu'on n'en a jamais fait. On découvre le truc, l'univers, etc. Et on est un peu happé par ce truc. Et donc, ouais, il y a pas mal de choses, mais ça, effectivement, on le sait quand on se forme à la VR, c'est des choses qu'on apprend et qu'on n'apprend pas forcément dans le cursus classique. Même si, voilà, nous, avec Reality, on essaye de mettre ça en place dans les universités, d'avoir un minima dans le cursus 2 heures, 3 heures pour parler de VR. Mais ouais, ça, c'est un autre débat. Mais, donc, il y a quelqu'un qui écrit, donc je pense qu'on va avoir une question. Ah si. Hein. Que pensez-vous de l'évaluation du microbiote intestinal? Ça, c'est pour moi, ça. Je pense bien. Question de Didier Mersch. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Et puis, quand on est un peu feignant comme moi, on regarde ce que font Guillaume Font, psychiatre à Marseille. Et on a pas mal de littérature qui montre que ça permet, en fait, le microbiote d'améliorer les états dépressifs. Et notamment, pas que les états dépressifs légers, hein, des états dépressifs vraiment caractérisés, voire même, surtout d'ailleurs, même sévères. Et il avait reçu, c'est un cadre-là, le microbiote, et donc c'était
Il avait reçu le prix de l'innovation méditerranéenne de 3 ans parce qu'il avait fait une étude à Marseille sur la transplantation fécale pour créer des microbiotes qui étaient pathologiques chez quelqu'un de déprimé, chez plusieurs personnes déprimées, en mettant un microbiote qui était considéré comme ça, sans qu'on parle quand même du coca. Et du coup, il y avait des améliorations. Et ça joue vraiment, vraiment beaucoup. Plus dans les troubles de l'humeur, par exemple, dans les troubles anxieux. Mais je pense que c'est aussi une question de recherche. On va trouver ce qu'on espère rechercher. Là, les objectifs étaient de faire des recherches dans tout ce qui pouvait améliorer l'humeur et notamment les dépressions ou les troubles dépressifs récurrents ou sévères. Et il y a sans faire de pub parce que je n'ai pas participé à son bouquin, Guillaume, mais il y a un livre qui vient de sortir également. Ok, voilà, moi, c'est pas mon domaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Alexandra qui précise que le bouquin est génial. Donc, je suppose que c'est ce fameux bouquin. Je crois que je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je crois que c'est important pour, je pour revenir sur un point, je crois que c'est vraiment important que vraiment les études de neuropsycho changent un petit peu parce elles sont en retard à la fois sur, la dimension, on l'a dit, de la psychiatrie. Ensuite, c'est très hétérogène. C'est très hétérogène, mais il y a encore pas mal de retard. Il y a encore pas mal de facs où les études sont pas du tout concentrées, enfin, se focalisent pas du tout sur la psychiatrie. Et il y a aussi beaucoup de masters qui ne privilégie pas aussi tout ce qui est à la fois, enfin, importance de la rééducation et des différentes modalités de rééducation et comment on peut s'y prendre aussi bien en neurologie qu'en psychiatrie. Et donc, ça fait des neuropsys qui sortent de fac et qui sont surtout habitués à l'évaluation, mais pas tellement à la prise en charge qui est encore beaucoup délégué à d'autres professionnels, que ce soit les ergos, les orthos, etc. Et c'est important qu'on puisse, en tant que neuropsy, pouvoir à nouveau, vraiment se focaliser sur la prise en charge. C'est aussi un volet qui est important de notre travail et de connaître les différents outils et de disposer d'outils de rééducation, bien les connaître aussi, en termes d'avantages et de limitations, comme quand on connaît bien nos outils d'évaluation finalement. Et que la rééducation, c'est pas quelque chose qui s'improvise théoriquement. La rééducation, c'est une démarche qui est assez concertée, assez réfléchie. Donc ça, c'est pas parce qu'on fait on a un petit peu de matériel qu'on fait de la rééducation et qu'on doit adapter en fonction vraiment des troubles du patient qu'on a en face de soi. Donc ça me semble vraiment important. Et toi, tu as fait des études où, toi, Jean? À Paris 8, Saint-Denis et j'ai complété notamment par le DU de remédiation cognitive de Lyon 1, Ouais. mais qui est un DU qui est focalisé sur la remédiation des troubles psychiatriques. Ouais, du coup, il y a vraiment. Bah, c'est ça aussi, peut-être, du coup, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais il y a un DU effectivement spécifique par rapport à ça. Mais le problème d'un DU, c'est que voilà, faut se déplacer, faut être là-bas, il y a du travail à fournir, faut le payer. Donc effectivement, c'est pas toujours simple pour tout le monde, ça je peux l'entendre. Donc, mais parce que ouais, effectivement, moi je trouvais qu'en remédiation, on a les bases quoi, mais le reste après, c'est un peu débrouille-toi. Moi, on m'a toujours dit, la remédiation c'est chronophage, sous-entendu, vous lancez pas là-dedans, ça prend trop de temps. C'est chronophage parce qu'on envisage ça dépend ce qu'on entend par la remédiation après. C'est-à-dire que il y a pas mal de praticiens qui envisagent on fait pas de la remédiation pour faire de la remédiation. C'est-à-dire que ça n'a pas de vocation occupationnelle, en fait. Sinon, on peut faire la remédiation pendant des années. Il faut Mm. savoir pourquoi on fait aussi la remédiation, surtout en psychiatrie. On sait que ça doit être intégré dans un projet plus global d'activité, de reprise d'activité, pour débuter une activité, dans un but de réinsertion
que sais-je, etc. Mais ça doit correspondre à un projet personnel. Le but, c'est pas juste d'avoir un petit jeu et de faire des petits jeux chez soi, 1/2 heure par jour et puis on voit ce que ça donne, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, que sais-je, et cetera. Ça, c'est une vision parfois un peu purement médicale. Après, d'un point de vue purement neuropsy, l'idée, c'est que suivant les troubles, de toute manière, la remédiation ne va pas changer énormément de choses. Voilà, on va pouvoir bouger peut-être, améliorer certaines choses, mais pas tout. Et donc, voilà, il faut avoir des ambitions qui soient modestes et des objectifs qui soient relativement précis. Sinon, on risque de donner de faux espoirs aux patients et surtout de faire absolument n'importe quoi. Il y Donc, a, il y a Sylvain qui dit aussi qu'il y a le DU PNAC de Montpellier, ouais. qui recommande à ses collègues neuropsychos. Alors, il a l'air très bien ce DU, on en entend beaucoup parler. Il n'est pas donné non plus, hein, ce DU, hein. On parlait de Lyon, mais alors celui de Montpellier, il est bien aussi, hein. Moi, Petit, j'ai fait le DU réalité virtuelle et enjeux en psychologie de Paris Descartes. Voilà, comme ça on a tous fait un DU, c'est bien. Du coup, dernière question de Didier Mersch. Que pensez-vous du concept de neuroinflammation dans l'approche des pathologies telles la dépression ou les maladies neurodégénératives? Et comme ça, on clôturera là-dessus. Comme je vois rien, Ah oui, pardon. Tu veux que je répète la question? Non, c'est bon, c'est juste pour savoir que j'ai pas envie de couper Ah oui, non, pardon. mon collègue. Mais du coup, je pense que la question, elle est pour toi, ouais. Ok, pour la neuroinflammation, on sait que ça fait partie des recherches beaucoup en fondamentale et un peu plus là même un peu plus pratique, enfin, un poil plus clinique actuel. Et on sait que ces modèles-là, c'est ce qui aide le plus, en fait, pour l'instant, à donner de plus grandes pistes. Et ces pistes-là, neuro-inflammatoires, elles ont été, enfin, il y a eu l'idée, parce qu'il faut démarrer par une idée, puis après on voit ce que ça donne, mais ça a fonctionné souvent par des maladies à la con. Les maladies à la con, c'est les maladies où on va souffrir toute notre vie, où on a très peu d'amélioration. Il va y avoir des plaques, il va y avoir tous les soins de l'arthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Parkinson au niveau des neurones dopaminergiques. Et on s'aperçoit, en fait, c'est une analyse qui a montré que, au début, c'est pas le but, hein, mais c'est juste voir qu'en fait, dans les 2-3 ans qui précèdent, en fait, il commençait à y avoir des troubles psychiatriques qu'on ne comprenait pas pourquoi ça venait maintenant, parce que pas vraiment réactionnel à quelque chose. Et du coup, on a remarqué que tous les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux étaient améliorés avec la prise en charge avec certains traitements, y compris des corticoïdes, alors que normalement, des corticoïdes pris pour n'importe quoi, sur le long cours, ça va déprimer. Mais en fait, quand on arrive à stabiliser une partie de réaction inflammatoire, parce que les corticoïdes vont juste jouer sur la grossière partie de réaction inflammatoire, on a remarqué que ça améliorait beaucoup. Quand on a des médicaments qui coûtent une blinde, mais qui arrivent à soigner les gens, comme des anti-TNF, des biothérapies actuelles, et on voit que ça joue donc sur des médiateurs, des messagers. Je suis désolé si je dis que tout le monde connaît, hein, mais c'est des petits messagers qu'on ne voit pas dans les prises de sang classiques et qui vont jouer sur des zones différentes, sur des parties cellulaires différentes, avec des messagers, c'est même pas les mêmes. On ne les teste pas, on ne sait pas, mais on remarque juste qu'en allant sur certains, bah, ça permet d'améliorer l'état en fait, de limiter l'inflammation, et l'inflammation permet de limiter en fait les troubles anxieux, voire des fois de les faire disparaître. On s'en est même aperçu pour un médicament qui donnait, c'était l'interféron. C'était l'interféron, et en fait, ce médicament-là était donné, il est toujours donné, il existe, donné pour l'hépatite C. L'hépatite C, il n'y avait pas de traitement avant, et du coup, bah, si on n'est pas soigné, on meurt. Et du coup, l'interféron était utilisé, mais avant de le donner, il y avait une obligation en fait d'avoir un examen psychiatrique pour voir si ça n'allait pas jouer, parce qu'il était connu pour être dépressiogène sans qu'on comprenne pourquoi. Et on a remarqué après qu'il jouait sur certaines molécules de l'inflammation, et que justement, ça a augmenté l'inflammation neurologique, alors que le VHC, même s'il n'était pas hyper virulent, expliquait pas ça. C'était le traitement qui faisait déprimer. Et du coup, ben, on l'a dans pas mal des parties des recherches. C'est très intéressant aussi parce que sinon, on pioche beaucoup en psychiatrie. Enfin, chimiquement parlant, on n'avance pas beaucoup. Et là, c'est une des pistes
qui est vraiment, vraiment important. C'est ce qui permet aussi, sans parler de médoc, justement, de savoir qu'une alimentation équilibrée, avec un microbiote plus équilibré ou moins pathogène, je sais pas dans quel sens on peut le prendre, mais ça va diminuer l'inflammation. Par exemple, il y a certaines bactéries qui vont sortir de l'ammoniac. On sait très bien que l'ammoniémie, quand ça augmente, c'est pas très très bon pour la tête, on va faire des comas. Et après, au niveau ta question, il y avait les troubles, les maladies neurodégénératives. Ça dépend ce qu'on met dedans, mais après, ça, je n'ai pas lu beaucoup dessus par rapport à l'inflammation. C'est juste qu'associé à ça, on sait qu'il y a des troubles psychiatriques, plutôt genre troubles anxieux et troubles de l'humeur, que quand on arrive à limiter un petit peu l'évolution, les troubles de l'humeur s'améliorent un peu. Après, je n'en sais pas plus. Tout ce que je pourrais dire, ce que j'aimerais, c'est-à-dire qu'on trouve une solution, mais non, je ne connais pas plus là-dessus. Très bien. On va clôturer cette petite soirée. En tout cas, un très grand merci à vous deux. C'était super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu peut-être un peu lever leurs appréhensions par rapport à leur boulot, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des choses qui se font et qui se font très bien. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire encore mieux. Voilà, c'était juste une discussion. On va pas pouvoir refaire toute la structure. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment à tous les deux. Je mettrai pour les participants, vous recevrez, je pense, d'ici lundi, le lien vers le replay pour les absents, etc. Donc voilà, je vais juste faire ma minute com et après je vous laisse tranquille. Pour les neuropsys ou même ceux qui travaillent avec cette question d'évaluation et de rééducation des troubles cognitifs, si vous voulez parler de réalité virtuelle et comment l'implémenter dans votre pratique, dans vos services ou quoi que ce soit, c'est mon boulot, c'est mon métier. Donc je vous ai mis une petite bannière tout en haut. Normalement, vous pouvez cliquer sur rendez-vous. Prenez rendez-vous avec moi et on prend le temps d'en discuter. Je vous montre ce qui fonctionne, que ce soit en TCC ou dans d'autres. Surtout, moi, c'est plutôt neuropsychologie, remédiation cognitive où je suis plus expert, même si je commence petit à petit à glisser vers la psychiatrie, comme quoi ça ne fait pas peur, même si bon, moi, je le ferai d'un point de vue extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas, vous cliquez là-haut, vous avez mon agenda, vous prenez le rendez-vous qui vous convient. Si pas, vous m'envoyez un mail. Et puis, et voilà. Je vous remercie encore. En tout cas, tout le monde vous remercie. Tout le monde a trouvé ça très enrichissant et sympa. Donc, merci à vous deux. Vous. Eh bien, à bientôt. Amiens, Soirée. pour moi, c'est pas très loin, donc ça va. Créteil non plus, en fait. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Oui, sûrement. Oui, j'espère bien. Bon week-end à tout le monde et puis à très bientôt. Okay. Au revoir. Au revoir.